Chapitre 7. Conversation avec les hommes. Ô atome intelligent, dans qui l'être éternel s'est plu à vous manifester son adresse et sa puissance, vous devez sans doute goûter des joies bien pures sur votre globe, car, ayant si peu de matière, et paraissant tout d'esprit, vous devez passer votre vie à aimer et à penser. C'est la véritable vie des esprits. Je n'ai vu nulle part le vrai bonheur, mais il est ici, sans doute. À ce discours, tous les philosophes secouèrent la tête, et l'un d'eux, plus franc que les autres, avoua de bonne foi que, si l'on en accepte un petit nombre d'habitants fort peu considérés, tout le reste est un assemblage de fous, de méchants et de malheureux. Nous avons plus de matière qu'il ne nous en faut, dit-il, pour faire beaucoup de mal si le mal vient de la matière, et trop d'esprit si le mal vient de l'esprit. Savez-vous bien, par exemple, qu'à l'heure que je vous parle, il y a 100 000 fous de notre espèce, couverts de chapeaux, qui tuent 100 000 autres animaux couverts d'un turban, ou qui sont massacrés par eux, et que, presque par toute la terre, c'est ainsi qu'on en use de temps immémorial. Le Syrien frémit, et demanda quel pouvait être le sujet de ces horribles querelles entre de si chétifs animaux. Il s'agit, dit le philosophe, de quelque tas de boue grand comme votre talon. Ce n'est pas qu'aucun de ces millions d'hommes qui se font égorger prétendent un fétu sur ce tas de boue. Il ne s'agit que de savoir s'il appartiendra à un certain homme qu'on nomme sultan, ou à un autre qu'on nomme, je ne sais pourquoi, César. Ni l'un ni l'autre n'a jamais vu ni ne verra jamais le petit coin de terre dont il s'agit, et presque aucun de ces animaux qui s'égorgent mutuellement n'a jamais vu l'animal pour lequel il s'égorge. « Ah, malheureux !» s'écria le Syrien avec indignation. « Peut-on concevoir cet excès de rage forcenée ? Il me prend envie de faire 3 pas et d'écraser de 3 coups de pied toute cette fourmilière d'assassins ridicules. »« Ne vous en donnez pas la peine, lui répondit-on. Ils travaillent assez à leur ruine. Sachez qu'au bout de 10 ans, il ne reste jamais la 100e partie de ces misérables. Sachez que, quand même ils n'auraient pas tiré l'épée, la faim, la fatigue ou l'intempérance les emportent presque tous. D'ailleurs, ce n'est pas eux qu'il faut punir, ce sont ces barbares sédentaires qui, du fond de leur cabinet, ordonnent, dans le temps de leur digestion, le massacre d'1 million d'hommes, et qui ensuite en font remercier Dieu solennellement. » Le voyageur se sentait ému de pitié pour la petite race humaine, dans laquelle il découvrait de si étonnants contrastes. « Puisque vous êtes du petit nombre de sages, dit-il à ces messieurs, et qu'apparemment vous ne tuez personne pour de l'argent, dites-moi, je vous en prie, à quoi vous vous occupez. »« Nous disséquons des mouches, dit le philosophe, nous mesurons des lignes, nous assemblons des nombres, nous sommes d'accord sur 2 ou 3 points que nous entendons, et nous disputons sur 2 ou 3 000 que nous n'entendons pas. » Il prit aussitôt fantaisie aux Syriens et aux Saturniens d'interroger ces atomes pensants, pour savoir les choses dont il convenait. « Combien comptez-vous, dit-il, de l'étoile de la canicule à la grande étoile des Gémeaux ?» Ils répondirent tous à la fois, 32 degrés et demi. « Combien comptez-vous d'ici à la Lune ? 60 demi-diamètres de la Terre en nombre rond. Et combien pèse votre air ? » Il croyait les attraper, mais tous lui dirent que l'air pèse environ 900 fois moins qu'un pareil volume de l'eau la plus légère, et 1900 fois moins que l'or de Ducat. Le petit nain de Saturne, étonné de leur réponse, fut tenté de prendre pour des sorciers ces mêmes gens auxquels il avait refusé une âme un quart d'heure auparavant. Enfin, Micromégas leur dit « Puisque vous savez si bien ce qui est hors de vous, sans doute vous savez encore mieux ce qui est en dedans. Dites-moi ce que c'est que votre âme, et comment vous formez vos idées. » Les philosophes parlèrent tous à la fois, comme auparavant, mais ils furent tous de différents avis. Le plus vieux citait Aristote, l'autre prononçait le nom de Descartes, celui-ci de Malebranche, cet autre de Leibniz, cet autre de Locke. Un vieux péripatéticien dit tout haut avec confiance « L'âme est un entéléchie, et une raison par quoi elle a la puissance d'être ce qu'elle est. » C'est ce que déclare expressément Aristote, page 633 de l'édition du Louvre. Entéléchie, etc. « Je n'entends pas trop bien le grec, dit le géant. « Ni moi non plus, dit la mythe philosophique. »« Pourquoi donc, reprit le Syrien, citez-vous un certain Aristote en grec ? » ?»« C'est, répliqua le savant, qu'il faut bien citer ce qu'on ne comprend point du tout dans la langue qu'on entend le moins. » Le cartésien prit la parole et dit « L'âme est un esprit pur qui a reçu dans le ventre de sa mère toutes les idées métaphysiques et qui, en sortant de là, est obligée d'aller à l'école et d'apprendre tout de nouveau ce qu'elle a si bien su et qu'elle ne saura plus. » « Ce n'était donc pas la peine, répondit l'animal de 8 lieues, que ton âme fût si savante dans le ventre de ta mère pour être si ignorante quand tu aurais de la barbe au menton. Mais qu'entends-tu par esprit ? Que me demandez-vous là ? Dit le raisonneur. Je n'en ai point d'idée. On dit que ce n'est pas de la matière. Mais sais-tu au moins ce que c'est que de la matière ?
Très bien, répondit l'homme. Par exemple, cette pierre est grise, et d'une telle forme, elle a ses 3 dimensions, elle est pesante et divisible. Eh bien, dit le Syrien, cette chose qui te paraît être divisible, pesante et grise, me dirais-tu bien ce que c'est? Tu vois quelques attributs, mais le fond de la chose, le connais-tu? Non, dit l'autre. Tu ne sais donc point ce que c'est que la matière. Alors M. Micromégas, adressant la parole à un autre sage qu'il tenait sur son pouce, lui demanda ce que c'était que son âme, et ce qu'elle faisait. Rien du tout, répondit le philosophe malbranchiste. C'est Dieu qui fait tout pour moi. Je vois tout en lui, je fais tout en lui, c'est lui qui fait tout sans que je m'en mêle. Autant vaudrait ne pas être, reprit le sage de Sirius. Et toi, mon ami, dit-il à un Leibnizien qui était là. Qu'est-ce que ton âme? C'est, répondit le Leibnizien, une aiguille qui montre les heures pendant que mon corps carillonne. Ou bien, si vous voulez, c'est elle qui carillonne pendant que mon corps montre l'heure. Ou bien mon âme est le miroir de l'univers, et mon corps est la bordure du miroir. Cela est clair. Un petit partisan de Locke était là tout auprès. Et quand on lui eut enfin adressé la parole. Je ne sais pas, dit-il, comment je pense, mais je sais que je n'ai jamais pensé qu'à l'occasion de mes sens. Qu'il y ait des substances immatérielles et intelligentes, c'est de quoi je ne doute pas, mais qu'il soit impossible à Dieu de communiquer la pensée à la matière, c'est de quoi je doute fort. Je révère la puissance éternelle, il ne m'appartient pas de la borner. Je n'affirme rien, je me contente de croire qu'il y a plus de choses possibles qu'on en pense. L'animal de Sirius sourit. Il ne trouva pas celui-là le moins sage, et le nain de Saturne aurait embrassé le sectateur de Locke sans l'extrême disproportion. Mais il y avait là, par malheur, un petit animalcule en bonnet carré qui coupa la parole à tous les animalcules philosophes. Il dit qu'il savait tout le secret, que cela se trouvait dans la somme de saint Thomas. Il regarda de haut en bas les 2 habitants célestes. Il leur soutint que leur personne, leur monde, leur soleil, leurs étoiles, tout était fait uniquement pour l'homme. À ce discours, nos 2 voyageurs se laissèrent aller l'un sur l'autre en étouffant de ce rire inextinguible qui, selon Homère, est le partage des dieux. Leurs épaules et leur ventre allaient et venaient, et dans ces convulsions le vaisseau, que le Syrien avait sur son ongle, tomba dans une poche de la culotte du Saturnien. Ces 2 bonnes gens le cherchèrent longtemps. Enfin, ils retrouvèrent l'équipage et le rajustèrent fort proprement. Le Syrien reprit les petites mythes. Il leur parla encore avec beaucoup de bonté, quoiqu'il fût un peu fâché dans le fond du cœur de voir que les infiniment petits eussent un orgueil presque infiniment grand. Il leur promit de faire un beau livre de philosophie écrit fort menu pour leur usage, et que, dans ce livre, ils verraient le bout des choses. Effectivement, il leur donna ce volume avant son départ. On le porta à Paris, à l'Académie des sciences. Mais, quand le secrétaire l'eut ouvert, il ne vit rien qu'un livre tout blanc. « Ah, dit-il, je m'en étais bien douté. »